Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Grand Prix E3, enfin désormais E3 Saxo Classique. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, résumé, coureur top, flop du côté de cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Et puis vous pouvez cliquer également rapidement sur les notifications, sur les miniatures dès la mise en ligne, le plus rapidement possible, j'ai envie de dire, parce que ça permet de mettre en avant les vidéos sur YouTube. On commence tout de suite avec ce résumé de ce Grand Prix E3. Alors un Grand Prix E3 pluvieux, donc un Grand Prix E3 heureux pour Mathieu Van Der Poel. Après, est-ce qu'on a eu le meilleur Grand Prix E3 de l'histoire ? Il n'y a pas eu vraiment de suspense, mais j'ai envie de dire, dès la liste de départ, on avait quand même un suspense qui était assez limité sur qui allait être aux avant-postes et qui allait être en difficulté. Et en gros, les trois qui étaient les plus performants sur la liste de départ ont été les trois aux trois premières positions. Et c'est vrai qu'on peut rester un petit peu sur notre faim du côté de ce Grand Prix E3. 202 km de l'arrivée. Accident, chute de 4 coureurs avec Varlop, avec Gelders, avec Van Gestel et Vermarke. Et en fait, cette chute va provoquer des cassures. Le peloton va être coupé en deux, encore plus, suite à un problème mécanique pour Van Aert. Et en fait, on va se retrouver à avoir deux pelotons. Un peloton avec la plupart des coureurs outsiders et à l'arrière, le deuxième peloton où on se retrouve à avoir Ghana, à avoir Pedersen, Van Aert et Van Der Poel. Donc en fait, presque tous les favoris sont là, avec en plus Van Aert, ce qui fait encore plus mal au cul de le dire comme ça. Ce qui fait qu'à 150 km de l'arrivée, la situation est celle-là. Quasiment au moment du direct télé. Dries de Bondt et Vandenberg, qui avaient pris l'échappée, sont devant et qui tentaient de prendre un coup d'avance. Ils ont 55 secondes d'avance sur un peloton, donc numéro 1, où il y avait une cinquantaine de coureurs. Et puis le deuxième peloton, le peloton des favoris, est à 3,05 à 137 km de l'arrivée. Le groupe numéro 1 est repris par le premier peloton. Un deuxième peloton qui va voir son écart avec le peloton de devant, le peloton des favoris va voir son écart se réduire par rapport au premier peloton. Et il y aura un regroupement général à 111 km de l'arrivée. Là, pendant une quinzaine, vingtaine de kilomètres, il va pas se passer grand-chose. On va presque même un petit peu s'ennuyer. Alors certes, on va avoir des accélérations de Serrano, Aimé de Rent, Casper Pedersen, qu'on retrouvera un petit peu après dans la course, ou encore Merkel, vont tenter leur chance entre 97 km de l'arrivée et 94 km de l'arrivée. Alors Serrano et Merkel n'arriveront pas à revenir sur Aimé de Rent et Pedersen, qui resteront à l'avant de la course et à 84 km de l'arrivée, sous l'impulsion de Ben Turner, on est quasiment dans le Teuyenberg, accélération de Ineos qui fait extrêmement mal. Puis la deuxième volée qui va venir de la Lidl, alors la Lidl qui collabora avec Ineos. Et c'est Pedersen qui va lancer la première hostilité dans le Teuyenberg, suivi par Van Der Poel. Ghana aura un petit peu plus de mal, mais va réussir à revenir sur le groupe. Ce groupe de 3 qui va revenir en 4-5 km, donc à 75 km de l'arrivée à peu près, sur De Rent et Casper Pedersen. Et ces trois coureurs qui vont plutôt bien s'entendre, parce qu'on a très vite un écart d'une quarantaine de secondes sur un groupe de coureurs, notamment avec Matteo Jorgensen et Stephen Kung. Et puis à 1 minute 30, on retrouve le peloton où nous avons Van Aert. Van Aert qui a été très mal placé au moment de l'accélération de Mats Pedersen. En gros, c'est fini pour les poursuivants qui ne reviendront jamais. Et derrière, eh bien, à 39 km de l'arrivée, eh bien dans le vieux Quarmont, c'est là où Van Der Poel va faire sa grosse accélération et va lâcher
Pedersen et Ganna, qui n'arriveront jamais à revenir l'un sur l'autre, et qui n'arriveront jamais à revenir sur le coureur néerlandais, et Aimé de Rent et notre ami Casper Pedersen, les deux qui vont se faire reprendre dans le final par le groupe Jorgensen, qui sera dans ce groupe numéro 4 d'une journée qui aura été compliquée pour la Visma. On y reviendra, et Van Der Poel qui se fera une frayeur à 20 km de l'arrivée dans un rond-point, mais ça sera quasiment la seule frayeur de la journée, car il ne sera jamais repris d'une édition du Grand Prix E3 qui, comme l'année dernière, aura manqué un petit peu de suspense, aura manqué un petit peu de surprise qu'on aura peut-être beaucoup plus du côté de Gand Wevelgem, déjà parce qu'on n'aura pas beaucoup d'ogres au départ de cette épreuve, et que les conditions climatiques vont pas être faciles du côté de Gand Wevelgem. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! On commence avec Mathieu Van Der Poel. Incroyable Van Der Poel aujourd'hui, hein. Ah, mais en même temps, je pense qu'il y a des équipes qui peuvent avoir des regrets de ne pas avoir collaboré dans le groupe de 50. Parce qu'en gros, il n'y a que Groupama qui a roulé dans ce groupe de 50 coureurs, qui était donc devant le groupe Van Der Poel. Et puis après, si tu le laisses dérouler son plan, en gros, c'est impossible de le battre. C'est un peu comme Pogačar. C'est-à-dire que si tu ne perturbes pas le plan de Pogačar un minimum, en gros, le mec a une marge de sécurité sur tout le monde. Van Der Poel aujourd'hui sur ces classiques-là, quand il n'y a pas Pogačar, en gros, il a une marge de sécurité sur un petit peu tout le monde. Et si Van Aert n'est pas à son top, c'est quelqu'un en ce moment, il a une marge de sécurité. En gros, son adversaire numéro 1 aujourd'hui, c'était lui-même. Pedersen, c'est un ton en dessous, même s'il a progressé en boss, on voit que c'est un ton en dessous. Ganna, c'est trop pentu, je pense ce Grand Prix E3, c'est pas forcément le terrain qui lui correspond le mieux. Ça sera peut-être plus facile pour lui du côté de Paris-Roubaix. Il faudra se méfier de Ganna du côté de Paris-Roubaix, mais Van Der Poel aujourd'hui, sur ce terrain-là, il n'y avait pas un adversaire à sa taille. Le seul adversaire à sa taille sur le Tour des Flandres et sur le Grand Prix E3, c'est Pogačar. Voilà. Après, sur Roubaix, on en trouve plus. Il y a Philipsen, il y a Ganna, il y a d'autres coureurs qui sont en capacité de jouer avec Van Der Poel. Mais en gros, c'est très bien que ça risque de se résumer à un duel sur le prochain Tour des Flandres. Et tout le monde doit se rappeler qu'il va falloir perturber les plans de ces deux coureurs. Parce que si on les laisse faire, en gros, ils vont partir à 80 bornes de l'arrivée et après, ça sera fini. On les reverra jamais. Donc il va falloir anticiper. C'est vrai que ce soir, Pedersen, il a dû prendre un gros coup au moral. Parce qu'il doit se dire, malgré les progrès que j'ai fait en boss, en gros, ça n'a pas suffi, quoi. En gros, ça n'a pas été suffisant du côté de Mats Pedersen. Mais Van Der Poel, aujourd'hui, il était intouchable. Il n'y a pas vraiment de suspense aujourd'hui. Malgré le fait qu'il se retrouve dans un deuxième peloton, ça ne l'a pas empêché de gagner. Alors, moi, je pense que dans ce premier peloton, on a mal joué le coup parce que il fallait collaborer. Tous les coureurs, fallait qu'ils collaborent. Si tu gardais 2 minutes d'avance, Van Der Poel, au moins tu pouvais peut-être faire top 10 aujourd'hui. Et il y a des coureurs de ce groupe-là qui auraient peut-être pu faire top 10 et qui vont finir 25e, 30e, alors qu'ils auraient peut-être mieux fait de rouler dans cette bordure. C'est dommage, mais Van Der Poel, oui, aujourd'hui, intouchable. Sur un parcours comme ça, il y a un moment, il faut le perturber. Si tu perdures pas son plan, en gros, c'est quasiment impossible. Et en plus, le fait que la première partie de course a été ultra rapide avec cette course-poursuite, on va dire, entre le deuxième peloton et le premier peloton, ça a durci la course. Plus tu durcis, plus ça devient simple, en fait, pour Van Der Poel. Plus la course est dure, plus il aime. Parce que plus ça supprime d'adversaires. Et en gros, il avait que Pedersen à contrôler. Ganna était en plus un petit peu fatigué, hein, il l'avait dit en interview. Et ça s'est senti quand même à certains moments que c'était pas du grand Ganna, comme on avait vu notamment à Milan-San Remo ou à Tirreno. Et donc à ce petit jeu-là, Van Der Poel, oui, il est trop fort. Il est trop fort. Voilà, c'est une domination écrasante, comme on a pu le voir avec Pogačar. Là, il n'y avait rien à faire. De toute façon, même si tu avais perturbé les plans, je dis pas, même si tu avais perturbé les plans, peut-être qu'à la fin, il aurait gagné quand même Van Der Poel. Parce qu'aujourd'hui, comme Pogačar, il a une marge de sécurité. Bon.
Comme on a connu certaines années, Philipsen au sprint avait une marge de sécurité. Bon, voilà, il y a d'autres coureurs. Milan aujourd'hui et Tim Merlier ont cette petite marge par rapport à leurs adversaires sur les sprints. Bah là, même si Van Der Poel n'avait pas tout bien fait, en gros, c'était dur d'aller le battre. Donc il aurait fallu qu'il fasse des très grosses erreurs aujourd'hui. C'est Van Der Poel, il les connaît pas. Et puis moi j'ai été impressionné aujourd'hui, c'est la domination. L'écart quand même qu'il met à Pedersen, c'est énorme quand même. Hein. Il met plus d'une minute à Pedersen dans les 40 derniers kilomètres. Et c'est vraiment sur le plat qu'il a fait l'écart. C'est sur la fin de course qu'il a fait l'écart. Vraiment, chapeau Van Der Poel, parce qu'il était vraiment impressionnant dans cet exercice-là. Et pourtant, Pedersen ne s'écroule pas. Hein. Ghana n'arrive pas à revenir sur lui non plus. Mais là, vraiment, Van Der Poel est au-dessus. Rien à faire pour battre Van Der Poel. En gros, hein. Donc c'est dommageable pour les adversaires. Mais c'est sûr que Pedersen, là, il a dû prendre, je pense, un coup sévère au moral parce que là il a dû se dire j'ai fait des efforts, j'ai beaucoup bossé cet hiver et bon au final ça suffit pas quoi. L'écart par rapport à Van Der Poel il est même là, il s'est peut-être même agrandi et là ça risque d'être compliqué. Je parle pas de Pedersen mais il fait quand même une bonne course, mais c'est vrai que je pense que il y a un contre-coup au niveau moral. Je parle pas de Pedersen, je vais parler plutôt de Filippo Ganna. Pourquoi Filippo Ganna ? Parce que je trouve qu'un Filippo Ganna qui pourtant n'était pas dans un grand jour. Alors lui disait qu'il était fatigué, mais c'est vrai qu'en termes de coup de pédale, tu sentais que c'était pas évident. Malgré un Filippo Ganna qui n'était pas sur un terrain qui correspond à ses qualités, on est sur des montées assez punchy, c'est bien plus court que le Poggio. En termes de longueur de montée, à part le vieux Quarmont, en gros, tout le reste, c'est des montées qui font 1 kilomètre. C'est pas vraiment son registre de prédilection. Et bien, malgré ça, Ganna fait quand même 3e. Malgré une équipe qui, il faut bien le dire, n'est pas forcément la meilleure dans cet exercice, malgré le fait qu'il se soit retrouvé dans un 2e peloton, il est quand même 3e aujourd'hui. Ça veut dire les progrès là qu'a fait Filippo Ganna. Si sur un terrain comme ça, il est capable d'être 3e, qu'est-ce que ça peut être sur Paris-Roubaix ? Parce que Paris-Roubaix, là, c'est un terrain qui lui convient. Là, je trouve que la performance de Filippo Ganna aujourd'hui, je la trouve très intéressante pour Roubaix. Et en plus, sur un terrain comme ça, moi je trouve qu'il a progressé un contre-la-montre. Je pense que il a regagné de la puissance, le fait d'avoir repris du poids et disait du muscle. Je pense il a repris vraiment sur le contre-la-montre. Je pense que alors c'est dommage parce qu'on n'a pas eu de duel face à Remco Evenepoel qui est convalescent, mais j'aurais bien aimé avoir un duel face à Remco Evenepoel pour vraiment confirmer, étayer mes propos. Mais je pense qu'il a progressé, enfin qu'il est revenu au niveau un niveau peut-être supérieur même à Remco Evenepoel sur les contre-la-montre sur le plat. Et je me dis qu'à Roubaix, ça va être extrêmement dangereux. Surtout que lui, il va arriver frais à Roubaix. Ouais, ça va être un coureur très dangereux. Et puis à Roubaix, il y aura peut-être Axel Laurence, il y aura peut-être Sheffield aussi en plus. Donc tu peux avoir des équipes des coureurs autour de lui qui peuvent être très intéressants. Geraint Thomas peut-être même également à Roubaix. Il voudrait peut-être faire un dernier Paris-Roubaix, Geraint Thomas. Tu peux avoir une équipe très solide autour de Filippo Ganna. Là, on a vu, contrairement chez Visma, on n'a pas réussi à déterminer un leader. Là, chez Ineos, il y avait un leader. On travaillait pour Ganna. Là, il n'y avait pas de doute aujourd'hui. Et je trouve que le job qu'il a fait dans les montées, c'est très intéressant. La seule inquiétude que j'ai du côté de Ganna, c'est que là, on voit quand même que sur la dernière heure de course, ça a été compliqué. Alors lui, il a dit en interview qu'il était malade, enfin qu'il était fatigué, pardon. Ok, c'est peut-être la raison, hein, un peu de fatigue. Mais la dernière heure de course a été compliquée. C'est que 4h30 d'effort. Il faudra rajouter 1h15, 1h20 minimum du côté de Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, alors les dernières années, on était plutôt aux alentours de 5h45, 5h50. Un gros Paris-Roubaix, c'est aux alentours de 6h. Ouais,
il va falloir être plus costaud que ça sur la fin de course. Là, c'est vrai qu'on a senti à un moment une baisse de régime vraiment dans les 20 derniers kilomètres, où le coup de pédale n'est plus très fluide, où voilà, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'en ayant pris du poids, parfois on a plus de mal en endurance. Parfois c'est plus compliqué parce qu'on consomme un peu plus de calories. Quand on prend plus de muscles, on consomme un peu plus de calories à l'effort. Donc c'est là-dessus il faudra faire attention du côté de Ganna, parce que j'ai trouvé sa fin de course pas exceptionnelle. Donc c'est là où il devrait être plus costaud. Troisième coureur top du jour, Aimé de Rent. Il a été opportuniste avec Casper Pedersen aujourd'hui. Qui aurait dit quand même du côté de la Cofidis qu'on prendrait la 7ème place aujourd'hui du Grand Prix E3 avec les points UCI qui vont avec, c'est-à-dire 120 points UCI. Alors pas de chance pour eux, c'est qu'Astana en a marqué quelques-uns. Par contre Arkea n'en a pas marqué. Donc qui aurait dit ce matin au départ qu'on aurait un coureur de cette formation qui arriverait à marquer 120 points UCI. Parce que j'avais dit quand même la faiblesse de l'équipe au départ. J'avais dit on était vraiment sur une équipe qui était extrêmement faible. De toute manière, le deuxième coureur de l'équipe est 71e, c'est Sam Maisonneuve. Donc vous le verrez même pas dans le classement parce que je mets que les 70 premiers dans le classement dans la description de la vidéo. Et Aimé de Rent, il a été opportuniste. Il est parti dans un coup. Alors c'est vrai que Dries de Bond ça n'a pas marché par exemple. Bon, on sait que sur ces courses-là, prendre l'échappée ça peut être intéressant. Tu peux réussir à rentrer dans le top 15 en prenant l'échappée. Et puis après, il fallait résister, il fallait tenir. Et puis il fallait être suffisamment intelligent de se dire, ok, je peux plus jouer la gagne, d'accord. C'est vrai que moi je partais pour jouer la gagne, mais il y a encore un objectif derrière, les points UCI. Je pense que dans la voiture, on a dû lui rappeler. Et il a mis énormément d'énergie sur la fin pour rester devant le groupe, devant le peloton, devant le premier peloton. Parce que s'il se fait avaler par le peloton, c'est pas 120 points qu'il marque, c'est peut-être 40, 30, 20 points. C'est beaucoup moins. Et le fait qu'il ait été suffisamment intelligent pour garder du rythme dans l'échappée, ça a été bien. Et on voit que ces points UCI, ça nous donne quand même parfois des enjeux dans des courses, des enjeux qu'on ne soupçonnerait pas. Et là, on n'est qu'au mois de mars, c'est-à-dire qu'au mois de septembre, octobre, ça va être encore plus intense au niveau des points UCI. On fera même un point sur les points UCI, peut-être jeudi, vendredi prochain. Parce que je crois que jeudi, il y a le Grand Prix de Vitré. C'est jeudi ou vendredi Vitré. Il y aura peut-être un trou où on fera un débrief des points UCI. Faut que je me le note. Enfin, faut que j'y repense, mais je pense qu'on fera un point sur le classement et le maintien. Mais oui, de Rent, il peut être satisfait de ce qu'il a fait, de ce qu'il a réalisé aujourd'hui, parce qu'il a fait vraiment une très belle journée. Il a été efficace, il a été très résistant. Et il a été très bon et je pense que qu'il peut être fier de lui, vraiment, qu'il peut être fier de lui sur cette épreuve, qu'il a été vraiment très efficace, qu'il a été très bon, tout simplement, Aimé de Rent. Donc c'est une belle performance qu'il a réalisée, que n'aurait pas renié Thomas de Rent. Je rappelle qu'il n'y a pas de lien de parenté entre Aimé et Thomas de Rent. Je ne sais même pas si on dit de Rent ou de Gen pour lui. On disait Thomas de Rent, je pense qu'on dit aussi de Rent. Mais il n'y a pas de lien de parenté entre les deux. Mais il a été vraiment très efficace et il peut être vraiment satisfait de sa course. Parce que il a fait le job aujourd'hui, il a vraiment fait le job. Ça faisait depuis quelques temps qu'il n'avait pas forcément eu des grands résultats, Aimé de Rent. Là je regardais sur ces dernières saisons, c'était assez calme, donc ça doit lui faire du bien de retrouver les avant-postes pour un coureur qui avait fait 2 fois deuxième du Samin à l'époque où il était chez Venti, mais également 4e de la Bretagne Classique. Il avait été très bon 2019-2020, c'est vrai que depuis il avait été un petit peu plus discret en termes de résultats, donc ça doit lui faire vraiment du baume au cœur pour sa 2e année chez Cofidis, et c'est un coureur qui est en fin de contrat, c'est à prendre en compte.
On passe au bonnet d'âne désormais de ce Grand Prix 3. Je commence avec la Visma Leasebike. Pourquoi la Visma Leasebike? Bah, je le disais, Ineos, ils ont choisi un leader, ils ont choisi Ghana. Visma, ils n'ont jamais été en capacité de choisir un leader aujourd'hui. Il n'y avait pas de leader numéro 1. Quand je vois leur stratégie aujourd'hui, je vois pas de leader numéro 1. Fallait choisir entre Van Aert et Jorgensen. Mais il y a un moment, il faut choisir un leader. Et à un moment, dans la voiture, il faut dire, bah, le leader, c'est Jorgensen. Ok, d'accord. Ou le leader, c'est Van Aert. La manière dont on a couru aujourd'hui, bah, chacun courait pour sa pomme. En gros. Et là, c'est pas efficace quand tu es dans ce genre de situation. Ce n'est pas efficace du tout. Et on l'a vu, Jorgensen passe les relais devant et vous avez Van Aert qui roule dans le peloton. Et on l'a vu à plusieurs reprises, hein. On l'a vu également en tout début de journée également, où vous avez la Visma qui roule devant, mais la Visma qui roule derrière aussi avec Van Aert. On a été d'une inefficacité pendant une grande partie de la journée qui a été assez dingue du côté de la Visma Leasebike. C'est-à-dire qu'à un moment, moi je pense qu'il fallait peut-être attendre Jorgensen, où il fallait qu'il joue avec Van Aert derrière en disant aux mecs de devant, à Stefan Kung et autres, moi je vais Van Aert derrière, j'attends Van Aert. Ou soit Van Aert était vraiment pas dans une grande journée, mais dans ce cas-là, il fallait pas qu'il roule. En gros, voilà, fallait qu'il finisse en roue libre, Van Aert, mais il y a un moment, il fallait faire des choix. Je trouve que du côté de la Visma, on n'a pas fait des choix. Ce qui est aussi un peu dommageable, c'est qu'on n'était pas hyper bien placé, que ça soit Jorgensen ou que ça soit Van Aert au moment de l'accélération, et surtout, on n'est pas en capacité de répondre. Jorgensen aujourd'hui était un ton en dessous d'un Pedersen, d'un Ghana, voilà, il n'était pas en capacité de réagir. Il n'était pas en capacité de s'échapper également du groupe avec Stefan Kung, par exemple. Et du côté de Van Aert, bah oui, on n'était pas en grande condition. Mais pour moi, le vrai flop de la journée, c'est la stratégie de la Visma. Parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux. Malgré tout, bah du côté de Van Aert, alors oui, stage en altitude, il est revenu tardivement de son stage en altitude. Donc en gros, c'est possiblement ça a créé de la fatigue et voilà, il a eu du mal à récupérer de ça. Bon, ok, on peut quand même avoir des doutes sur. Enfin, on peut se dire quand même, est-ce que c'est pas une erreur du côté de la Visma de l'avoir fait redescendre en plaine aussi tardivement? Ou voilà, parce que là, c'est vrai que quand il va arriver au Tour des Flandres, il n'y aura vraiment aucun repère. Il ne saura pas du tout où il en est au moment du Tour des Flandres. Et la confiance au niveau mental de Van Aert, elle ne sera pas là. Et je pense que c'est quand même un mec qui marche un peu à la confiance. Donc c'est-à-dire que sans repère, sans confiance, je ne sais pas s'il sera super sur le Tour des Flandres. Il y a aussi des soucis de placement du côté de Van Aert, outre les qualités physiques. On peut juste repasser qu'il est souvent très mal placé. C'est vrai que je le regardais là pendant une vingtaine de kilomètres parce que c'était encore calme sur le Tour de Catalogne. Donc c'est vrai qu'entre 111 km de l'arrivée et les accélérations d'Ineos, 30 bornes après, j'ai pu bien voir la Visma. Et c'est vrai que je regardais la Visma en me disant, ah, ils vont tenter quelque chose, ils vont accélérer, ils vont faire quelque chose. Et je regardais très souvent dans les secteurs pavés, il était mal placé, surtout à l'approche des secteurs pavés. Et je pense que c'est ce qui lui coûte même très cher au moment de l'accélération. Et là, c'est typique d'un coureur qui a un manque de repères, qui a un manque de confiance, peut-être un manque de confiance dans son matériel, parce que c'est vrai qu'il s'est tapé tellement de chutes l'an dernier qu'au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que le matériel est vraiment efficace? Est-ce que mon équipe est en capacité de me donner du matériel qui ne me mette pas à terre? En gros, où je peux avoir confiance en lui. Mais c'est vrai que pour le moment, j'ai l'impression d'avoir un coureur qui est quand même en difficulté, qui a du mal à être efficace sur un vélo, à frotter, à faire le job. Et puis au niveau des jambes, oui, j'étais pas vraiment rassuré. Moi, pour le moment, ce soir, tu me dis, est-ce que Van Aert va être en capacité de rivaliser avec Van Der Poel et Pogacar? Je te dis absolument non sur le Tour des Flandres, mais je le vois même pas finir dans le top 10 aujourd'hui du Tour des Flandres. C'est à part miracle et que ça revienne de l'arrière, comme certaines fois on a eu des sprints avec des Mozzato, des Greg Van Avermaet qui arrivaient à finir sur le podium. Mais là, très clairement, à la régulière, je ne le vois pas finir dans le top 10. Il n'a pas les jambes pour finir dans le top 10. Alors, j'attends de voir, encore une fois, on m'a dit stage en altitude. Bon, ok, stage en altitude. Mais bon, je suis un petit peu inquiet. Et puis, en plus, l'équipe va quand même pas être très solide autour de lui, parce que c'est vrai qu'il n'a pas Christophe Laporte.
ça va lui manquer quand même, hein, à Van Aert. Ça faisait depuis des années où ils ont joué quand même plusieurs fois sur ce type d'épreuve, notamment le Grand Prix E3, sur la doublette entre Laporte et Van Aert. Donc ça va pas être facile, il va se retrouver un peu seul. Alors il y aura Jorgensen, mais bon là on voit que la relation est peut-être pas exceptionnelle avec Jorgensen, et puis chacun veut être un petit peu être patronne. Et puis oui, les jambes n'ont pas l'air exceptionnelles, donc un petit peu inquiet. Flop, la Red Bull Bora-Hansgrohe. Quand on a vu le recrutement cette année de la Red Bull Bora-Hansgrohe, j'avais dit on mise enfin sur une équipe pavée, parce qu'on a une équipe, on mise enfin, ça faisait depuis quelques années qu'on n'avait pas eu vraiment une équipe pavée exceptionnelle. J'avais dit depuis le départ de Sagan et de ses coéquipiers qui étaient allés à la totale, en gros on n'avait plus une équipe très solide pour accompagner un mec sur les pavés. Et puis j'ai même envie de dire, c'était pas forcément leur spécialité, même à l'époque de Sagan, ils avaient une demi-équipe, rarement une équipe complète performante. Là, quand on a vu l'arrivée de Laurens Pitty, Lascano, avec les frères Van Dijk, avec Jan Tratnik, on s'est dit tout de suite, super, c'est alléchant. Bon, Tratnik, tombé sur le Het Nieuwsblad. Derrière, en plus on avait Jordi Meus, c'était pas mauvais non plus, voilà, sur ce type d'épreuve. Mais c'est vrai que je me disais, ça peut être vraiment une équipe hyper efficace, on va vraiment passer un cap dans cet exercice-là. Aujourd'hui, Grand Prix E3, meilleur coureur Tim Van Dijk, c'est le seul coureur qui marque des points au niveau UCI, avec une 19e place. Pitty, Lascano, alors Lascano a abandonné, Pitty finit 73e à 7,30. Mick Van Dijk finit 81e, Welsford a abandonné comme Gianni Moscon, donc c'est un peu la bérésina quand même du côté de cette formation. Ça fait un peu mal au cœur parce que pour le moment ça ne marche pas. C'est vrai que la Red Bull Bora-Hansgrohe m'intéressait beaucoup, j'avais dit sur cette campagne des classiques, c'était une équipe que j'allais suivre, dans la vidéo de présentation on va dire de cette campagne des classiques flandriennes. J'étais vraiment... j'étais intéressé par cette équipe. J'étais vraiment intéressé. Elle me titillait, voilà, cette équipe. Et il s'avère que pour le moment, c'est pas top. Alors, Lascano et Pitty, pour le moment, sont quand même assez décevants. C'est vrai qu'au niveau des recrues, Lascano, je m'attendais à mieux. Pitty, vraiment transparent pour le moment. Alors, Lascano, j'ai le souvenir qu'il ait fait quelque chose. Mais peut-être que je me trompe. Pitty, vraiment, il a rien fait. Oui, à part la Cadel Evans. Mais bon, la Cadel Evans, c'est vite dit. Après, il a très peu couru lui aussi, seulement 13 jours de course. Donc, pour le moment, transparent. Lascano, qui a couru 12 jours, là aussi, meilleur résultat. 19e du contre-la-montre du Tour de l'Algarve. Donc là aussi, c'est très décevant pour le moment pour ces deux coureurs. Du côté de la Red Bull Bora-Hansgrohe, on ne peut pas être vraiment satisfait de ce résultat-là quand on a mis des moyens du côté d'une équipe pavée. Et ça fait partie des équipes je regarde sur les sprinters, oui, il y a eu des victoires, mais c'est vrai que pour le moment, les recrues ont du mal à être efficaces. Voilà. Les recrues sont pas si fortes que ça. À part Fisher Black sur le UAE Tour. Mais c'est vrai qu'à part Fisher Black, pour le reste, c'est un petit peu compliqué du côté des recrues. Donc c'est un petit peu dommageable. Et donc forcément, cette campagne des Flandriennes, pour le moment, était un petit peu discrète. Alors il y a encore Gand, il y a encore des épreuves pour se relancer, mais c'est un petit peu discret. Et Jordi Meus, il devait faire la course et au final, il ne l'a pas faite. Il a dégagé de la liste de départ un peu à la dernière minute, parce que normalement, il devait venir sur cette épreuve. Il n'est pas venu, donc il sera sur Gand, normalement. Mais bon, il y a eu un changement de dernière minute avec Jordi Meus. C'est peut-être dit que son gabarit passerait pas du côté du Grand Prix E3. Après, il y en a d'autres qui ont déjà fait la performance. Et puis, je termine avec Binyam Girmay. Pour moi, Binyam Girmay, c'est toujours pas un Flandrien. C'est toujours pas un spécialisé classique. Encore une fois, il a gagné Gand. Et Gand qui est particulier comme classique. En plus, c'est une année où ça se décante quasiment très tardivement.
Année où Adrien Petit, encore une fois, avait fait un job pour le replacer de manière exceptionnelle. Là, c'est vrai que pour le moment, Guermeil, à part cette victoire à Gand, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté des classiques flandriennes. Ça fait depuis 2 ans, 2-3 ans qu'on attend quand même qu'il arrive à obtenir des résultats sur les classiques flandriennes et que ça ne vient pas. Il y a un moment, il faut peut-être se résoudre et se dire qu'il c'est pas forcément là où il est le plus performant. Je trouve après Intermarché a besoin de points aussi, donc là il apporte quand même 16 points UCI avec Intermarché, mais c'est pas le mec qui frotte le mieux. C'est un gentil Guermeil. On en parlait hier de Roglic, mais c'est un gentil, et dans les sprints actuellement et dans ces classiques là, actuellement faut être méchant. Faut pas laisser sa place, en gros, et tu le vois très souvent, il recule à l'approche des secteurs pavés. Je le suivais un petit peu, je le suivais en même temps que la Visma. C'était les deux que j'avais un peu coché aujourd'hui et que je voulais suivre dans leur approche des secteurs. Quand tu regardes, Guermeil, il recule énormément. Et si tu n'as pas des équipiers qui sont au top de leur forme pour le replacer, ce qu'avait fait Adrien Petit à Gand, encore une fois, mais qui était dans une forme olympique ce jour-là, ça suffit pas. Parce que lui seul, ça ne suffit pas. Et je pense que pour moi, c'est pas un Flandrien. Et qu'il faudrait peut-être arrêter avec cette idée du côté d'Intermarché de mettre sur ce type de course, parce que je trouve qu'on le fait courir beaucoup sur cette campagne des classiques belges, alors qu'on pourrait l'emmener ailleurs. Il serait peut-être plus efficace, il marquerait peut-être plus de points. C'est vrai que si on l'avait emmené sur le Tour de Catalogne, il aurait peut-être marqué plus de points en match face à Brennan notamment, que sur ces classiques flandriennes. Et puis, il pourrait peut-être aller sur l'Amstel, où là, il y a peut-être quelque chose de plus intéressant à faire du côté de l'Amstel pour Biniam Guermeil, ou sur certaines courses classiques comme ça de ce type-là, plus plates ou plus simples, ou plus réservées pour des sprinters punchers. Là, il y aurait peut-être quelque chose à faire du côté de Guermeil par rapport à ces classiques flandriennes, où pour moi, il a trop de lacunes dans le placement, et qu'en plus, son équipe Intermarché est quand même... vous avez le Rensrex, mais enlever le Rensrex, il n'y a pas grand monde du côté de cette formation Intermarché. Et parce que Hugo Page également sur les pavés, je pense qu'il faut se résoudre. Adrien Petit est quand même plus proche de la fin de carrière que du début. Donc c'est vrai que il faudrait peut-être y réfléchir. Voilà. Adrien Petit qui est dans sa dernière année de contrat, qui va bientôt avoir 35 ans, c'est vrai qu'ils vont se poser des questions avec Adrien Petit. Je pense, est-ce qu'on va le prolonger, pas le prolonger, est-ce qu'il va continuer, pas continuer dans ce rôle d'équipier. Lui qui est chez Intermarché depuis 2022. Voilà, du côté du coureur de Arras. Bon, bien, je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui. On a parlé d'Intermarché, on a parlé de Red Bull. Du côté de ce Grand Prix E3. Donc nous, on se retrouve du côté des classiques belges. Demain, présentation de Gand. Dans l'après-midi, soirée, et puis Gand dimanche, on fera le débrief de Gand et du Tour de Catalogne en priorité dimanche. Donc la route Tourangelle arrivera certainement lundi, et le Tour de Catalogne peut également arriver lundi. La priorité est vraiment sur Gand du côté du débrief. Gand masculin, Gand féminin, on fera la présentation des deux courses demain. Et ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!